Fred Trump, bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder votre première interview à une télévision française. Vous êtes le neveu de Donald Trump. Est-ce que parfois ce patronyme Trump est un petit peu lourd à porter? Ça l'a été pendant des années. C'était dur, notamment quand Donald était candidat à la présidence en 2015 et qu'il a présenté ce que je considère comme une politique d'immigration très sévère. Avec ma femme et ma famille, on vivait dans le Connecticut. Et il est arrivé que des gens jettent des animaux morts sur nos pelouses. Ça m'a touché parce que j'étais inquiet pour la sécurité de mes proches. Je l'ai aussi payé sur le plan professionnel. On m'a dit « Fred, vous avez une belle carrière, mais on ne peut pas vous embaucher à cause de ces politiques. » Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle All in the Family, Tout en famille, les Trump et comment nous en sommes arrivés là. Il a été publié juste avant la dernière présidentielle. Le but, c'était quoi? C'était d'empêcher votre oncle de revenir au pouvoir? Non, ce n'était pas le but. L'objectif, c'était d'honorer mon père, le frère aîné de Donald, Freddie, qui était un homme très gentil et compatissant, malheureusement décédé trop tôt. Mais vous racontez quand même des anecdotes assez intimes sur l'actuel président des États-Unis. C'est quoi? C'était pour alerter la population américaine, mondiale? Là encore, il s'agissait simplement de raconter de la manière la plus honnête l'histoire de ma famille. J'avais aussi vraiment besoin de parler de mon jeune fils, William, qui souffre d'un handicap lourd, mais qui est la personne la plus inspirante que je connaisse. On voit ces quelques photos de vous deux. Vous êtes toujours proches, en contact, ensemble, Donald et vous-même? Donald et moi n'avons pas parlé depuis l'année dernière, depuis que le livre est sorti. Il n'était pas content. Je suis déçu que nous en soyons arrivés là. Lui et moi avons passé tant de bons moments ensemble. Mais j'avais besoin de raconter mon histoire avec sincérité. Et je ne suis pas d'accord avec sa politique. Pour moi, c'est vraiment ça le sujet. Pour moi, la politique prime sur les politiciens, que ce soit Donald Trump ou n'importe qui d'autre. Je n'ai jamais adhéré à la ligne politique du Parti républicain, je n'y ai jamais cru. J'ai toujours voté démocrate, et d'ailleurs Donald a fait de même jusqu'il y a une quinzaine d'années. C'est quoi vos derniers échanges, les mêmes derniers SMS que vous êtes envoyés? C'était une conversation à l'été 2023 où nous parlions de William. Et il a eu des mots très durs sur l'avenir de William. Votre fils, hein, qui est handicapé. Oui. Il est allé jusqu'où, Donald Trump, quand vous avez parlé de votre fils? Il a dit que William devrait juste mourir. C'est une chose très difficile à entendre, surtout de la part d'un membre de sa famille. Mais c'était uniquement de la provocation de la part de Donald Trump, ou réellement ça veut dire que lui estime qu'il faut euthanasier tous les handicapés? Il a déjà fait un commentaire de ce genre par le passé, notamment à propos des personnes très lourdement handicapées qui, selon lui, n'ont pas d'avenir ou de sens à leur vie. Donald manque d'empathie. William respire toujours le bonheur et l'amour, et les gens l'aiment. Vous venez de voir notre documentaire sur l'attaque du Capitole en 2021. Hein. Vous faisiez quoi, vous, ce 6 janvier 2021, lorsque... il y a eu cette grave attaque contre le Congrès américain. Je rappelle que d'après le Sénat américain, 7 personnes sont mortes, 3 policiers et 150 autres agents qui ont été blessés. J'étais au volant chez moi dans le Connecticut. J'allais rejoindre un ami pour le déjeuner. C'était surréaliste de voir qu'il se passait ce que j'avais toujours imaginé. Donald tentant d'exciter ses fans pour essayer de faire pression sur des sénateurs, des représentants et sur Mike Pence, le vice-président à l'époque. Je ne pense pas que quiconque, même s'il y avait des signes avant-coureurs, pouvait deviner ce qui se passerait ensuite. De toute ma vie, c'est le pire événement que j'ai vécu dans l'histoire de notre pays. Vous pensez que Donald Trump, votre oncle, c'est une tentative de coup d'État qu'il a essayé de faire à l'époque? Utilisez les mots que vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est qu'il voulait rester au pouvoir. Il pensait qu'il y avait un moyen légitime ou non d'y arriver. Mais vous, comment vous qualifiez ce qu'il a fait à l'époque?
Un coup d'État, c'est prendre la place de quelqu'un. Lui, il était au pouvoir et voulait y rester. Vous avez été surpris que Donald Trump ne reconnaisse pas sa défaite à l'époque, ou ça correspondait au Donald que vous connaissiez dans l'intimité? J'ai pas du tout été surpris qu'il n'y croit pas. C'était sûr qu'il irait jusqu'au bout. Il est mauvais perdant? C'est clair qu'il n'aime pas perdre. Mais peu importe, il n'a pas considéré qu'il avait perdu. Je pense qu'il ne sera jamais capable d'admettre sa défaite, même lorsqu'il quittera ses fonctions. Il a quand même provoqué une insurrection pour essayer de prouver qu'il était toujours au pouvoir. Alors le 20 janvier 2025, ça faisait seulement quelques minutes qu'il était de nouveau président des États-Unis et il a signé un décret immédiatement disant ceci. En ce qui concerne le 6 janvier, la liste des otages, approximativement 1500 personnes, graciées. Totalement graciées. Voilà les plus de 1000 assaillants qui ont été graciés par Donald Trump. Vous avez été choqué par cette décision? Choqué, non, mais j'ai été triste. D'ailleurs, ce ne sont pas des otages. Ces personnes ont commis des crimes graves. Des crimes contre notre pays, des crimes contre notre Constitution, des crimes contre les policiers. Nous avons été élevés dans ce pays pour respecter les policiers. Et voilà qu'ils se font battre à mort. Alors pour comprendre un peu les profils des personnes qui ont été graciées par Donald Trump, on voit qu'il y a par exemple le cerveau de l'attaque du Capitole, Enrique Tarrio, leader du groupuscule d'extrême droite et suprémaciste blanc Proud Boys. Il avait été condamné à 22 ans de prison pour conspiration séditieuse et écoutez-le à sa sortie de prison il y a 3 semaines. Je vais m'excuser pour rien. Il n'y a absolument rien qui nécessite que je m'excuse parce que je n'ai rien fait de mal. Les Proud Boys n'ont rien fait de mal. Les patriotes américains n'ont rien fait de mal. Je ne sais pas quoi dire. Pour reprendre l'expression, il a mené un coup d'État contre ce pays, contre ce gouvernement. Il aurait dû passer beaucoup plus de temps en prison. Et maintenant, il est dehors. Il ne s'excuse de rien. Ma peur, c'est quelle sera la prochaine étape. Mais il a changé ces dernières années parce que vous étiez proche quand même pendant longtemps et lors de sa première investiture, par exemple, en 2017, vous étiez présent. Oui, j'y étais et c'était un super moment. Je n'ai pas voté pour lui. Il le savait probablement. J'ai toujours voté pour les démocrates. Je crois en la politique de ce parti. Mais il ne vous a pas réinvité cette fois-ci en 2025? Je n'ai pas été invité. Et vous avez été choqué par certaines images. Regardez par exemple, on a beaucoup parlé en France et en Europe, j'imagine aussi aux États-Unis, de ce geste d'Elon Musk par exemple. Thank you. C'est un salut nazi? Vous savez, ma femme et moi, nous nous sommes disputés à ce sujet. Elon s'inspire de Donald pour que les gens puissent l'interpréter comme ils veulent. Non, ça n'en est pas un, ou bien sûr, c'en est un. Ces dernières années, Donald est passé maître dans l'art de dire des choses qui peuvent être interprétées de différentes manières. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il va dire « Oh, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire ». Ce geste en est le parfait exemple. Mais ça envoie en même temps un signal, éventuellement, qui peut être interprété par tout le monde. Oui. Vous diriez que Donald Trump a des sympathies néo-nazis ou pour les suprémacistes blancs? Je pense qu'ils sont 100% derrière lui. Et c'est tout ce dont il a besoin. Est-ce qu'il croit en leur cause? J'espère que non. Mais il va les rallier à la sienne parce qu'ils lui donnent ce dont il a besoin, le pouvoir et le soutien. Dans votre livre, vous expliquez quand même que de temps en temps, vous aviez entendu des propos un peu racistes de sa part. Oui, j'étais dans la maison de mes grands-parents. Il avait une grosse Cadillac sur laquelle il y avait 2 rayures et il a prononcé 2 fois le mot en haine en supposant qu'ils avaient fait ça. Le mot en haine, c'est nègre, c'est ça, qui est un marqueur raciste aux États-Unis. Je n'utiliserai pas ce mot, mais... Et lui, il l'a utilisé.
Oui. Au moment de la sortie de votre livre, l'été dernier, un porte-parole de Donald Trump avait expliqué que votre ouvrage était composé de fake news complètement fabriquées. Il est consternant que des mensonges flagrants, dégoûtants puissent être imprimés dans les médias. Quiconque connaît le président Trump sait que tout ça est n'importe quoi en substance, avait dit ce communiqué. Ce porte-parole n'était pas là au début des années 70 pour entendre Donald utiliser ces mots. C'est une histoire vraie concernant mon père, mon fils William et le reste de la famille. Il n'y avait pas d'agenda ni d'intention cachée. Alors justement, sur le fond, on a vu parmi les toutes premières mesures prises par Donald Trump, le jour de son investiture, il a signé la fin des accords de Paris sur le climat. Il y a une agence étatique qui a demandé d'arrêter les célébrations de la journée Martin Luther King, du mois des fiertés LGBT ou encore la journée de commémoration de la Shoah. Et on a aussi des scientifiques américains qui ont alerté sur le fait qu'on leur interdisait d'utiliser désormais les expressions gaz à effet de serre, réchauffement climatique ou encore que des milliers d'articles utilisant les mots genre, transgenre ou encore LGBT avaient été supprimés de pages web de certaines agences étatiques. Est-ce qu'on doit avoir peur de tout ça? Personnellement, oui. Je pense qu'on devrait. Mais le vrai problème, c'est quoi? Vous avez peut-être cette expression en France, les élections ont des conséquences. Tous ceux qui ont suivi les dernières élections savaient que cela allait arriver. Ils savaient ou auraient dû savoir que cela allait arriver. Il ne l'a pas dit seulement pour se faire élire. Il l'a dit, il le pensait. Et il le fait. Les élections ont donc des conséquences. Est-ce que vous avez l'impression que lors de ce second mandat, Donald Trump est davantage jusqu'au-boutiste que lors de son premier mandat? Il s'est entouré cette fois-ci de personnes encore plus radicales de l'aile droite, mais aussi de collaborateurs plus malins qui l'aident à diriger le gouvernement. Croyez-moi, j'y étais. Je suis allé à Washington. J'étais dans le bureau ovale une douzaine de fois pendant son premier mandat. C'était chaotique et il n'y avait pas nécessairement de plan. Désormais, il y a une stratégie à l'œuvre chaque jour. Il s'exprimait il y a quelques jours sur la guerre entre Israël et le Hamas lors de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je vous propose de réécouter son annonce. Les USA vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et on va faire le job. Nous allons nous débarrasser de tous les bâtiments détruits, tout remettre à plat. Nous allons impulser un développement économique qui va permettre de créer d'innombrables emplois et des logements pour les habitants de la zone. Je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose de tellement magnifique. La Côte d'Azur du Moyen-Orient à Gaza, on doit le prendre au sérieux quand il dit ça? C'est une vraie annonce? Il y pense? Ou il sait qu'il raconte n'importe quoi? Si ce n'était pas si grave, ce serait risible. Et encore une fois, voici un bon exemple. Au début, il dit « On va tout nettoyer, on va faire du bon boulot ». Ce qu'il ne dit pas, c'est que nous allons jeter 2 millions de Palestiniens dehors et ils ne reviendront pas. Son gendre a eu cette idée il y a des années quand il était à son bureau et il s'est dit que ça pourrait être un bon plan de posséder cet endroit. C'est sa façon de penser. Vous qui le connaissez bien, intimement, votre oncle Donald Trump, vous diriez qu'il est fou, qu'il a des problèmes psychiatriques? Écoutez, j'ai dit qu'il était complètement fou. En tout cas, il a de folles idées et il peut être fou aussi. Chaque famille a son oncle un peu fou. Mais il lance des choses comme ça pour voir comment les gens vont réagir. Et c'est intéressant parce que quand il fait ce genre d'annonce, les gens disent « Oh, c'est scandaleux, cela n'arrivera jamais ». Et puis, au fil des jours, ils finissent par dire « Est-ce que ce ne serait pas une manière de faire ?» Cela fait partie de son talent pour changer l'opinion des gens. Vous avez aujourd'hui toujours un peu de considération, d'amitié, d'amour, voire pour votre oncle ou plus du tout? Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas mon oncle. Nous avons passé de très bons moments. Il me manque, mais j'avais besoin de faire quelque chose. C'était l'occasion de me montrer sur le devant de la scène pour défendre les intérêts des personnes atteintes de déficiences intellectuelles et physiques. C'était ce qui comptait pour moi. Vous qui savez de quoi il est capable, vous êtes confiant pour l'avenir du pays? J'ai des inquiétudes concernant l'avenir du pays. Ma prédiction dans le livre, c'est qu'il arrivera à se représenter en 2028. C'est-à-dire? Les présidents sont limités à 2 mandats.
mais lui trouvera le moyen de devenir président une troisième fois. Vous êtes inquiet pour la démocratie américaine? Je pense que nous devrions tous nous inquiéter de l'avenir de la démocratie. C'est une chose très fragile et elle est actuellement mise à rude épreuve. Eh bien, merci beaucoup, Fred Trump, de nous avoir accordé cette interview. C'était un plaisir, merci beaucoup.